Bonsoir à tous, vous suivez la dernière édition d'information sur RTI 1. Tout de suite, développons le titre de ce journal. La grande chancelière de l'Ordre national, le professeur Henriette Dagri-Diabaté, a procédé ce vendredi à la décoration de 22 personnalités, des personnalités décorées pour leur mérite personnel et les services éminents rendus à la nation. Parmi elles, le Premier ministre Patrick Achi, plusieurs présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Défense au camp de gendarmerie d'Agban pour s'imprégner des conditions de travail et de vie des gendarmes. Téné Birahima Ouattara a procédé au baptême du complexe du camp et à la pose de la première pierre du siège de l'aumônerie militaire catholique. Et puis 2 agents des forces armées de Côte d'Ivoire ont perdu la vie dans l'attaque d'un poste avancé de la gendarmerie nationale dans la localité de Thiémesson, située à 22 km sur l'axe Dieu-Kouy-Bangolo. Depuis, le calme est revenu, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Voilà pour le titre. Il s'agit de la distinction la plus élevée de l'État et elle récompense le mérite et les services éminents rendus à la Côte d'Ivoire. 22 personnalités ont été distinguées ce vendredi dans l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Parmi elles, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Patrick Achi. Le compte-rendu d'Alexis Ouetraogo. 6 personnalités élevées à la dignité de grands officiers de l'Ordre national ce vendredi à la Grande Chancellerie. En tête, Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Suivront Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Ngolo Coulibaly, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Théophile Awandoli, inspecteur général d'État. Ouattara Téné Birahima, ministre de la Défense. Thiemoko Koné, gouverneur de la BCAO. À leur suite, 9 commandeurs dans l'Ordre national décorés par le chef du gouvernement. Suivront 5 autres personnalités élevées au grade d'officier de l'Ordre national et 2 récipiendaires au rang de chevalier. Les récipiendaires du jour, par la voix de Fidel Sarasoro, ont traduit toute leur reconnaissance à l'institution et réaffirmé leur volonté de servir la nation. Tous ici, nous dédions nos distinctions de ce jour au chef de l'État et nous aimerions le rassurer. Pour nous, ces décorations ne sont pas un satisfecit, mais plutôt des notes d'encouragement à faire plus et à faire mieux. Pour la grande chancelière, c'est là la reconnaissance de la nation. Merci pour votre contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire encore plus solidaire. Je félicite en particulier tous ceux qui ont su attendre sans impatience la promotion qui arrive enfin cet après-midi. Si Monsieur le Président de la République a autorisé votre distinction au regard de vos qualités et de vos états de service, la marche n'est pas pour autant terminée. En son nom, je vous engage à entreprendre et à réussir les prochaines étapes. L'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, né en 1960, récompense le mérite et les services rendus à la nation. C'est la distinction la plus élevée de l'État. Et à l'issue de la cérémonie, les récipiendaires se sont prononcés. On écoute leurs réactions. Ils sont au micro d'Alexis Ouetraogo. Nous souhaitons toujours être à la hauteur pour que les Ivoiriens soient contents de nous. Je suis un homme heureux. Quand on vous décore comme ça, c'est une bonne chose, mais en même temps, on vous dit, faites plus, un peu plus d'efforts. Nous nous engagerons toujours à faire mieux de ce que nous pouvons. Nous mesurons le défi qui nous est fait et nous pensons que pour l'avenir, nous allons tout faire pour relever ce défi. Je voudrais prendre l'engagement de continuer là où le président de la République a apprécié mon engagement. J'aime la Côte d'Ivoire et je veux continuer de donner le meilleur. C'est un très grand plaisir vraiment que le travail soit reconnu comme ça à ce niveau-là. Je ne peux pas ne pas penser en ce moment à Amadou Koulibaly et à Ahmed Bakayoko. J'aurais aimé les voir vivants en cet instant pour leur tendre ce soir même avec fierté cette médaille. Mais tout est volonté de Dieu. C'est une invite à faire plus et à faire mieux. Donc je m'engage avec bien entendu l'ensemble de mes collaborateurs à continuer à servir notre nation et à continuer à mériter la confiance du président Alassane Ouattara.
Et on parle maintenant de défense avec le ministre d'État Téné Birahima Ouattara qui s'est rendu à la caserne de gendarmerie d'Agban. Il s'agissait pour lui de s'imprégner des conditions de travail et de vie des gendarmes. Téné Birahima Ouattara a aussi procédé à des baptêmes d'installation et à la pose de la première pierre de l'aumônerie militaire catholique d'Agban. Abou Sanogo. Ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara à la caserne de gendarmerie d'Agban. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une série de visites entreprises depuis le mois de juin dernier pour encourager et pour évaluer l'environnement de vie et de travail de ces hommes. Téné Birahima Ouattara a à cet effet procédé au baptême de l'amphithéâtre de la musique et du nom du maréchal des logis Moussa Diarra-Souba, premier tambour-major de la gendarmerie nationale de 1963 à 1993, décédé le 20 juillet 2020. Puis le complexe sportif général de corps d'armée, en deuxième section, Gervais Kwasi-Kwaku, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale, de 2011 à 2017. Ce complexe est bâti sur une superficie de 4275 mètres carrés. Il comprend une salle de musculation, des terrains combinés de basket et de volleyball et une piscine. Puis, le cap est mis sur le bloc opératoire principal de santé d'Agban. Après la visite de ces installations, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a procédé à la pose de la première pierre du siège de l'aumônerie militaire catholique à la paroisse Sainte-Geneviève d'Agban. Une visite des installations qui a permis au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, d'exprimer sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur des forces armées et de la gendarmerie nationale. Dans tout ce qui est fait, la gendarmerie a une bonne place et nous en sommes très heureux. Je voudrais, au nom de tous mes collaborateurs de la gendarmerie nationale, vous dire l'engagement de la gendarmerie nationale a toujours servi avec honneur et fidélité la République et la population. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a invité la gendarmerie nationale à demeurer professionnelle. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, a dégagé des moyens importants afin de vous doter de matériel et équipements vous permettant d'être protégés lors de vos missions, mais aussi de neutraliser ces agresseurs sans foi ni loi. Je compte sur vous. Continuez d'avoir un comportement républicain, professionnel et fraternel vis-à-vis de nos populations qui ont besoin de votre protection et de votre assurance. Ce sont des gendarmes de la caserne d'Agban, tout heureux qui ont exprimé à leur façon leur joie de recevoir en moins de 3 mois le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Défense toujours à Guéyébli dans le département de Dieukwé. Une attaque de poste de contrôle mixte de Thiémesson a fait 2 morts parmi les forces de défense et de sécurité. Au lendemain de l'attaque, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Les autorités ont appelé les populations à garder leur calme. Des populations qui sont aussi appelées à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. On fait le point de la situation avec F. Boué. Jour de marché à Dirouzon, localité de la sous-préfecture de Guéyébli, appelée aussi Thiémesson. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021. Les populations vaquent tranquillement à leur occupation. L'attaque du poste de contrôle mixte de ce village par 2 individus armés dans la nuit du 12 au 13 octobre avait plongé les populations dans l'émoi. Le secrétaire du chef du village explique comment les habitants ont vécu les 24 premières heures après l'attaque. La nuit d'hier, personne n'était dans les rues. À 19h déjà, tout le monde est resté crispé dans les maisons, même chacun chez lui, à domicile. Depuis même hier, même à partir de 16h déjà, parce que la population même, parce qu'on ne comprend rien. On a peur, surtout on a peur parce que la manière dont l'action s'est passée, vraiment, c'est un peu dur. Les autorités administratives, avec à leur tête le préfet des régions du Guémon, préfet du département de Dieukwé,
Dès les premières heures de la journée du 13 octobre, on menait des actions pour rassurer les populations. D'abord, une rencontre au village avec l'ensemble des forces vives présidée par le sous-préfet de Guéébli. Ensuite, à Diokoué, une réunion extraordinaire du comité départemental de sécurité. C'était d'abord de faire le tas des informations sur ce qui s'est passé. Le sous-préfet de Guéébli a fait son rapport. Le colonel, le directeur régional des eaux et forêts a fait son rapport. Le représentant du commandant de compagnie a fait son rapport. Donc ça nous a permis de partager les informations au niveau de l'ensemble des membres du comité départemental de sécurité. Demander aux populations de coopérer avec nos forces de l'ordre. C'est-à-dire quel que soit l'endroit où ces populations se trouvent, si elles ont à leur disposition des informations de nature à permettre l'avancée de l'enquête, de ne pas hésiter, de communiquer ces informations au sous-préfet pour que rapidement ceux qui ont été à la base de cette attaque ignoble soient traqués et puis poursuivis. Pour l'heure, l'enquête ouverte suit son cours. Les escadrons de la 8e Légion mobile ainsi que les unités de la gendarmerie territoriale sont à pied d'œuvre pour le ratissage, les patrouilles de sécurisation et pour le renforcement des postes d'observation. Pour rappel, un gendarme et un agent des eaux et forêts ont été tués au cours de cette attaque. On s'intéresse maintenant au domaine de l'immobilier avec le ministre Bruno Nabanye-Koné qui a annoncé la réduction du délai de délivrance de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. C'était au cours d'une caravane dénommée Tiroir vide à Yamoussoukro. Elle a pour objectif de renforcer la crédibilité des services du ministère de la Construction, de délivrer des actes disponibles, d'informer et de sensibiliser les populations sur les réformes de l'ACD. Le reportage de Soro Corona. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est l'objet de plusieurs récriminations, notamment les tracasseries administratives, le délai jugé long dans la délivrance des actes. Pour renforcer la crédibilité des services du ministère dans la délivrance de l'ACD, arrêté de concession définitive, du permis de construire et du contrat de bail sécurisé à usage d'habitation, une caravane nationale dénommée Tiroir vide est initiée. Le ministre Bruno Kouné a lancé officiellement la caravane à Yamoussoukro. Il s'agit donc, à l'occasion de cette caravane, de vider tous les tiroirs de tous les services sur l'ensemble du territoire national. Et quand on dit vider, il s'agit de vider, d'analyser le pourquoi du retard, de traiter le dossier, le cas échéant, et de le remettre à l'usager. Cette caravane se veut un cadre de dialogue et de renforcement entre les services décentralisés du ministère de la Construction et la population bénéficiaire de ces prestations. Bruno Kouné a fait un tour d'horizon des différents acquis des dernières réformes. Le ministre annonce la réduction du délai de délivrance de l'ACD. En 2021, nous avons démoli 39 constructions. 39 constructions, c'est de l'argent perdu pour ces personnes qui ont investi, mais qui ont mal investi. Notre objectif, c'est d'être à zéro démolition. Mais zéro démolition, c'est tout à fait possible, en respectant les règles de construction. Si nous le faisons, nous serons à zéro démolition. Nous serons à zéro effondrement. Aujourd'hui, nous sommes entre 6 mois et 1 an, quand le dossier ne pose pas de grosses difficultés. Mais nous serons capables de traiter un dossier d'ACD entre 1 et 3 mois, ce qui, à mon avis, soulagera tout le monde. La caravane Opération Tiroir vide est couplée aux journées portes ouvertes du ministère. Après Yamoussoukro, la caravane va sillonner les localités de Kourougou, Abangourou, Daloa et San Pedro. Et on ouvre maintenant le dossier Vidici qui fait la part belle à l'autonomisation de la femme. Dans la région de la Nawa, 3 mères de famille se battent au quotidien pour prendre en charge leurs enfants. Elles sont tenancières de maquis ou encore promotrices de quincaillerie et gagnent honnêtement leur vie. L'une d'entre elles vit avec un handicap survenu à la suite d'un accident de la route, de malheureux bouleversements qui n'empêchent pas ces braves femmes de lutter pour obtenir leur indépendance financière. À Soubré, notre reporter Walter Amadou Ouattara a décidé de partager avec vous le quotidien de ces 3 mamans qui pourraient en inspirer d'autres. Voici son focus.
Mère de 5 enfants aujourd'hui, Félicité a arrêté les études en classe de terminale en début de l'année 2000 à cause d'une grossesse non désirée. Son existence s'est compliquée relativement à plusieurs déceptions amoureuses. Je ne m'attendais pas à ça. Vu la situation, vraiment, je n'arrivais plus à me concentrer. J'ai passé le bac plus de 3 fois, vraiment, ça n'a pas marché. Dans ça, j'ai fait encore la rencontre d'un deuxième. J'ai eu 2 enfants. Titulaire d'un brevet technique, BT, en sciences médico-sociales, Marie-Claire a à sa charge 2 enfants. En quête d'emploi, elle quitte Abbeville pour se retrouver à Soubré, où on lui avait fait une promesse de 150 000 francs CFA de salaire mensuel. C'est une entreprise agricole qui m'a fait venir ici. On a fait presque 6 mois sans salaire. Et j'étais fatiguée de toujours demander de l'aide à mes amis, à mes connaissances. Raison pour laquelle j'ai commencé à chercher de l'emploi. Et je suis tombée sur une maman qui avait un restaurant. Elle me payait 20 000. Vivant avec handicap, Anne-Marie est mère de 3 enfants. En 2003, alors en classe de 3e, sa vie bascule suite à un accident de la circulation routière. J'ai demandé à maman comment l'accident s'est déroulé. Elle m'a dit non, que tout le monde est mort sur le champ, que nous sommes restés 3. Avec mon bras écrasé, je pouvais même perdre la vie. J'ai dit à mes parents que je voulais reprendre encore les cours pour obtenir au moins le BPC et le bac. L'année 2005, j'ai repris et puis j'ai obtenu le BPC. C'est à cause de la douleur que j'ai arrêté les cours. 3 femmes, avec chacune un parcours atypique. Pourtant, les vicissitudes de la vie ne vont pas les empêcher d'entreprendre. Tenancières de maquis ou promotrices de quincaillerie, elles gagnent honnêtement leur pain quotidien. Avant, je vivais sous le toit d'un homme. Mais aujourd'hui, grâce à la restauration, j'ai un chez moi. J'ai récupéré mes enfants qui étaient avec leur papa. J'ai même acheté 2 terrains ici à Soubré. Quand je suis arrivée ici, je me dormais dans une maison, un entrée-couché de 5 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison de 30 000 francs, ma fille et moi. J'ai commencé avec une somme de 100 000 francs. C'est grâce à mon économie des 6 années. Malgré mon handicap, j'ai ouvert mon magasin depuis le 12 avril 2017. J'avais commencé avec 10 paquets de ciment et quelques matériels. Aujourd'hui, j'arrive à prendre 40 tonnes de ciment chaque 2 semaines. J'arrive à subvenir à mes besoins grâce à Dieu. Le chemin pour se faire une place au soleil n'a pas été un long fleuve tranquille pour ces mères dont certaines sont célibataires. Selon elle, l'appui de l'agence Emploi Jeunes de Soubré est un atout déterminant à leur situation socio-économique actuelle. Il y a une banque qui a décidé de nous aider. On veut financer juste une personne dans chaque ville. Ils ont formé 24 filles à Soubré, 24 filles à Boaké, 24 filles à Abidjan. On doit écrire nos projets et puis faire partie. On dit que la meilleure gagne. Et c'est dans ça, Dieu m'a fait grâce. Et puis, on m'a tiré. On a été financé à hauteur de 2 millions pour la ferme. Emploi Jeunes aussi m'appelle à l'eau. Tu as été retenu, on te finance aussi. Là-bas, c'est la restauration. Et c'est comme ça mes 2 projets ont été pris en compte et puis j'ai pu m'installer. J'ai opté pour l'entrepreneuriat et j'ai demandé l'aide à l'emploi jeune. J'ai reçu une somme de 800 000 francs. Et grâce à cette somme, j'ai pu réaliser ce que vous voyez là. Aujourd'hui, je suis autonome. Ce n'est pas facile. Tu dois te réveiller très tôt le matin, aller au marché. Il faut venir faire la cuisine, recevoir les clients, d'autres clients qui se plaignent, la nourriture comme ça. Mais on essaie un peu de les calmer. Les gens des centres sociaux, il y a un monsieur là-bas qui est venu me voir. Il m'a dit, ah, vraiment, il y a un emploi jeune qui est là. Comme tu as besoin d'un financement, eux aussi, ils sont là, ils sont prêts pour vous aider. Ils sont venus dans mon magasin pour voir si réellement j'avais un magasin. Après le financement que Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, ça s'est agrandi. Félicité, Marie-Claire et Anne-Marie font partie des 181 femmes sur les 493 personnes bénéficiaires du programme AJ2 dans la région de l'Anawa. Yves Kofi, le chargé des projets de l'agence Emploi Jeunes de Soubré, témoigne de la vulnérabilité des 3 femmes avant leur éligibilité au financement. C'était très difficile au départ parce qu'elle n'y croyait pas. Il y a une vraiment qui m'a vraiment marqué. Malgré son handicap, elle a cru en son activité. Avec l'appui financier de l'agence Emploi Jeunes, elle a pu quand même réaliser son rêve. Les montants vont de 100 000 à 1 million pour les projets individuels
et pour les projets collectifs, jusqu'à 2 millions. En agence aussi, il n'y a pas fait de dire qu'il y a une ethnie ou une quelconque religion. Tout le monde bénéficie. De ces présentes histoires de vie, on peut retenir que la jeune fille doit davantage se consacrer à ses études. Non scolarisée, elle doit entreprendre sainement pour être autonome. Surtout, ne pas abandonner la lutte, même avec un handicap physique. Des mamans à encourager et le dossier de Walter Amadou Ouattara à revoir sur RTI 1. On parle maintenant de santé avec les avantages de la couverture maladie universelle expliqués aux femmes des marchés du district d'Abidjan. Elles ont été sensibilisées par le CITEF, le comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle et ses partenaires. Après donc 4 mois de sensibilisation, au moins 3000 femmes ont été enrôlées. L'éclairage d'Issationayo. Depuis 2016, la couverture maladie universelle, CEMU, est une réalité en Côte d'Ivoire. La Caisse nationale d'assurance maladie, CENAM, et des structures de bonne volonté multiplient à cet effet des actions pour sensibiliser les différentes couches sociales pour une adhésion massive des populations. La dernière en date, les femmes des 17 marchés du district autonome d'Abidjan. Nous savons que pour entrer dans un marché, il faut toute une procédure. Nous prenons d'abord contact avec les présidents des marchés. Nous échangeons avec eux, nous les impliquons dans la réalisation du projet. Cette campagne initiée par le comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle de Côte d'Ivoire, CITEFSI, qui a duré 4 mois, permet d'obtenir l'adhésion de plus de 3000 femmes. De quoi réjouir les partenaires. Il y a un vaste effort gouvernemental de promotion de la couverture maladie universelle et de l'enregistrement des travailleuses et des travailleurs. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici sur les marchés d'Abidjan pour soutenir, nous, le Bureau international du travail, les organisations syndicales dans la sensibilisation des travailleuses et des travailleurs pour leur enregistrement à la couverture maladie universelle qui doit permettre justement de réduire les vulnérabilités auxquelles ils font face. Nous avons fait ce même chemin en 2016, mais vous savez, la population, ça se renouvelle, les commerçants, il y a des nouveaux qui sont venus et ça nous a permis de faire un très bon travail. Le CITEFSI envisage de poursuivre son action à l'intérieur du pays avec pour objectif faire enrôler le maximum des travailleurs et travailleuses dans le milieu informel. Et puisqu'on parle de santé, on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 15 octobre 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 2599 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 91 guéris et 1 décès. À la date du 15 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 60 982 cas confirmés, dont 59 310 personnes guéries, 674 décès et 998 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 055 780. Le 14 octobre, 42 995 doses de vaccins ont été administrées, soit à un total de 2 821 759 doses du 1er mars au 14 octobre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Les rideaux sont tombés sur la première édition du Grand Prix La Plume Anti-Tabac. La RTI, qui parrainait le prix de la production écrite et de la presse en ligne, a remis un trophée et une enveloppe d'1 million de francs CFA. Le Grand Prix, celui du ministre de la Santé, Pierre Dimba, a été remporté par un journaliste du quotidien Fraternité Matin. Le 3e prix de l'OMS dédié à la production, la meilleure production radio, a été remporté par la radio Chandelier. La cérémonie s'est déroulée jeudi dernier en présence du conseiller du directeur général de la RTI, Denis Mexan, qui représentait Fosseni Dambélé. Et ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale.
Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, le lundi 18 octobre 2021, lendemain de la commémoration du Maouloud, anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Signé Maître Adama Kamara. Après Gagnoa, chef-lieu du district autonome du Godjibois, le ministre-gouverneur, Louis-André Dakouri-Tablé, a été présenté ce vendredi aux populations de la région du Lodjibois. La rencontre lui a permis d'expliquer ses missions aux différentes couches sociales de la région. Plus de détails avec Mahama Traoré, envoyé spécial à Divo. Ambiance de fête dans la cour de la mairie de Divo. Comme pour traduire la joie des populations du Lodjibois d'accueillir Louis-André Dakouri-Tablé, ministre-gouverneur du district autonome du Godjibois. Vis-à-vis de cette nouvelle entité territoriale, les attentes sont pourtant nombreuses. C'est une région à 90% agricole. Il faut écouler les productions agricoles, qu'elles soient des cultures de rente ou des cultures vivrières. Et donc il y a un besoin de route. Nous sommes des régions qui sont très riches de notre sous-sol et nous avons vraiment besoin de beaucoup d'infrastructures pour essayer de nous développer. Au regard des actions de développement déjà réalisées dans le Lodjibois, Amédé Kofi Kwaku se veut optimiste quant au rôle à jouer par le district autonome. Toutes ces populations qui sont là ne sont pas tous du parti du président Alassane Ouattara, mais il le fait parce que tous les Ivoiriens, dans notre diversité politique, ethnique, régionale, nous sommes tous les mêmes. Et lorsqu'on est président, on travaille pour tout le monde. Et je pense que c'est ce qui est fait. Dans un style pédagogique, Louis-André Dakouri-Tablé a expliqué aux populations la mission de l'institution qu'il dirige. Le district autonome, au regard de ses missions, aura un rôle de supervision des structures décentralisées et déconcentrées. Plusieurs opportunités s'offrent à nous. Dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans les mines, dans le tourisme, etc. Autant de domaines où le ministre-gouverneur a, entre autres, mission d'accompagner, de soutenir les initiatives. La région du Lodjibois compte 3 départements et 4 communes. La Fondation Lonasi poursuit ses réalisations à l'intérieur du pays. Dans la région du Poro, elle vient d'offrir des infrastructures éducatives aux localités de Nangaserege et Kagbo-Lodougou. Dans la Bagoué, le groupe scolaire Sorokone de Kolia a quant à lui bénéficié d'une cantine scolaire. On en parle avec Amy Sissoko. La caravane de la solidarité de la Fondation Lonasi pose ses valises dans le Poro après la Bagoué où elle a offert une cantine scolaire au groupe scolaire Sorokone de Kolia. À Nangaserege, localité située à environ 10 km de Korogo, la Fondation Lonasi renforce la capacité d'accueil de l'école primaire publique avec un bâtiment de 3 classes, un bureau et une maternelle pour offrir aux tout-petits de Nangaserege et des villages environnants les mêmes chances de se familiariser tôt avec l'école. Nous sommes heureux d'avoir contribué à la réalisation d'un vœu cher à la population de Nangaserege, celui d'apporter plus d'infrastructures au village pour l'alphabétisation de tous ces enfants, gage d'un développement radieux pour la région. La Lonasi, entreprise citoyenne, est un instrument puissant de lutte contre la pauvreté en conformité avec l'action gouvernementale. Une action fort appréciée par le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly. Par ailleurs, député de la sous-préfecture de Korogo et parrain de la cérémonie. Je voudrais, monsieur le représentant du DREN, vous inviter à engager tous vos collaborateurs à faire un bon usage de ce bâtiment. À vous, population de Nangaserege, avec à sa tête le chef du village, je voudrais vous inviter également à prendre soin de ces bâtiments, mais également à envoyer les enfants à l'école. 48 heures après le don de Nangaserege dans le département de Korogo,
C'est au tour de l'école primaire publique de Kagbolodougou, dans le département de Sinématiali, de bénéficier de la générosité de la Fondation Lonasi. Elle offre également à cette école un bâtiment de 3 classes avec bureau et un logement pour les enseignants. Il s'agit pour la Fondation Lonasi d'exhorter les parents à inscrire massivement les enfants à l'école et d'encourager les enseignants à poursuivre leurs efforts en vue de donner de bonnes bases à ces futurs cadres. Et dans l'actualité hors de chez nous, au Royaume-Uni, David Ames est décédé après avoir été poignardé à plusieurs reprises. C'était lors d'une permanence parlementaire ce vendredi. Un homme de 25 ans a été arrêté. Le député conservateur britannique était âgé de 69 ans. Il a été attaqué lors d'une permanence qu'il tenait dans une église de sa circonscription à l'est de Londres. L'enquête en est à ses débuts et est dirigée par des officiers de la direction antiterroriste, a déclaré le chef de la police locale, Ben Julian Harrington, au cours d'un point de presse. Et c'est la fin de ce chapitre d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient demain à 6h30. Bonsoir et que la paix soit chez vous.